Et cette invitée ce matin, c'est Heidi Sevestre. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Damien. Si j'étais un oiseau de mauvais augure, je dirais que vous faites un métier qui est peut-être appelé à disparaître, glaciologue. Tant la glace fond sur notre planète, on va beaucoup en parler ensemble. Vous êtes membre du Club international des explorateurs, vous travaillez sur le programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique, vous êtes membre du groupe de travail du Conseil de l'Arctique. Et hier est sorti ce livre qu'on voit ici à l'antenne. C'est votre dernier livre, ça s'appelle Sentinelle du climat, c'est chez HarperCollins avec la participation d'Isabelle Marié. D'abord, tout simplement, en quoi consiste votre métier de glaciologue, de sentinelle du climat? Être glaciologue, c'est aller au chevet de ces glaciers de la planète, essayer de comprendre ce qui s'y passe, comment ils réagissent au changement climatique, mais c'est aussi et surtout essayer d'alerter les populations par rapport à ce qui est en train de se passer. Vous êtes témoin, en gros, du changement climatique. On va en parler ensemble. Vous avez grandi sur les glaciers. C'est une affaire de famille, un peu, la glace, chez vous. Vous avez grandi en Haute-Savoie. Vous racontez votre parcours dans ce livre qui vous mène à ce métier de glaciologue à travers donc, l'Antarctique, l'Himalaya. Donc le changement climatique, vous le voyez au quotidien. Comment? De quelle manière? C'est quoi les preuves concrètes de ce changement? C'est assez terrifiant, ouais, la vitesse des changements que l'on observe sur le terrain. Moi, j'habite en grande partie au Svalbard, et on le voit sur ces images. C'est un archipel qui est à 1000 km du pôle Nord, donc dans l'Arctique. C'est l'endroit qui, aujourd'hui, se réchauffe le plus vite sur Terre. C'est l'épicentre du dérèglement climatique. C'est des images prises en été, ça, hein? Exactement, et aujourd'hui, on observe des changements cataclysmiques là-haut qui sont beaucoup plus rapides qu'on le pensait. Et ce que je vois au quotidien, ce sont des glaciers qui se retirent extrêmement rapidement, de la banquise qui a du mal à se former parce que l'océan est trop chaud, une météo complètement bouleversée à cause du manque de banquise. Et donc le changement quotidien, le changement climatique là-bas, on le voit vraiment au quotidien. Il est plus rapide là-bas. La température augmente plus rapidement au niveau de ces zones. Oui, en fait, il y a vraiment une amplification de la vitesse du changement climatique au cours là où on a ces régions froides, en fait. On voit par exemple les Alpes françaises se réchauffent 2 fois plus vite que le reste de notre pays. Les régions polaires se réchauffent 3-4 fois plus vite que le reste de la planète. Et le pire, c'est que c'est un phénomène qui s'entretient. C'est ça, c'est qu'on remarque que la fonte de la glace accélère le changement climatique, accélère la fonte de la glace. Donc aujourd'hui, il est très clair qu'il faut agir pour éviter des conséquences irréversibles qui sont liées à la fonte de la glace. Il faut différencier d'ailleurs plusieurs types de glace sur Terre, hein. Il y a les glaciers, la banquise, la calotte glaciaire, c'est pas la même chose et l'impact est différent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça de manière simple? Oui, tout à fait. Alors on peut peut-être commencer par les glaciers, ce qu'on a dans les Alpes par exemple. Ces glaciers de montagne, ce sont nos châteaux d'eau. Donc 70% de nos réserves d'eau douce sur Terre sont dans la neige et dans ces glaciers. Ensuite, on a des glaciers qui sont beaucoup plus gros, ce qu'on appelle les calottes polaires, là aussi où il y a énormément d'eau douce. Le Groenland, l'Antarctique. Leur importance, elle est tout autre. Si le Groenland et si l'Antarctique continuent à perdre de la glace, c'est le niveau des océans qui augmente. Et ça, on voit que ça accélère considérablement. Et enfin, je vais terminer par ça, on a ce qu'on appelle la banquise, qui est une sorte de couvercle de glace qui est sur les océans polaires. Et cette banquise est très importante puisqu'elle stabilise le climat global. Donc elle est cruciale pour nous, on en a bien besoin. Et d'autant plus crucial que ce sont des grandes surfaces blanches et que ça joue aussi un rôle dans le changement climatique. Ça reflète le soleil. Si ces surfaces disparaissent, là aussi le phénomène s'emballe. C'est exactement ça. En fait, ce sont ces draps blancs qui renvoient la chaleur du soleil vers l'espace. Et cette banquise, elle nous permet de stabiliser tout ce climat. On le voit aujourd'hui, le retrait de la banquise dans l'Arctique nous affecte directement chez nous en France. Quand on a une météo qui est complètement anormale, perturbée, des grosses canicules ou au contraire des événements très froids, très secs, des phénomènes de précipitation très intenses, on arrive à tisser le lien entre ce qui se passe chez nous et le retrait de la banquise en Arctique. Et alors, vous publiez des chiffres assez surprenants dans le livre, même s'ils sont connus, qui sont déjà publiés par le GIEC. Si les glaces du Groenland fondent entièrement, le niveau des océans pourrait monter de 6 à 7 mètres partout sur Terre. Mais alors, ce serait de 58 mètres pour la calotte du pôle Sud, une hausse de 58 mètres des eaux. C'est considérable. C'est considérable et on a du mal à s'imaginer, peut-être ici en France, l'importance de ces régions polaires et que finalement, chaque fraction de degré qui augmente aujourd'hui participe
pleinement la déstabilisation de ces régions polaires. On est très proche du point de non-retour. On est très proche du point à partir duquel on risque de perdre le contrôle de ce qui se passe. Mais ça veut dire qu'on n'y est pas encore à ce point de non-retour. Et ça, c'est très important. Il y a encore de l'espoir. On a toutes les cartes en main aujourd'hui pour éviter le pire. Il faut vraiment se concentrer là-dessus. Mais de l'espoir de quoi? D'essayer de stabiliser la situation d'aujourd'hui ou peut-être encore l'espoir de rétablir les choses, d'essayer de réparer ce qu'on a cassé? Alors les deux, hein, dans beaucoup de cas, on n'a pas dépassé ce point de non-retour. Pour certains écosystèmes, c'est déjà le cas, mais pour d'autres, on n'y est pas. Le point de non-retour, il est à 1,5 degré d'augmentation de température. On est aux alentours d'une augmentation de 1,1 aujourd'hui, depuis l'ère pré-industrielle. Aujourd'hui, on sait exactement ce qu'il faut faire. Le GIEC nous donne plein de pistes, nous indique quels sont les points de blocage qu'il faut tacler le plus vite possible. Et quand on sait aujourd'hui que les énergies renouvelables coûtent beaucoup moins cher que d'utiliser des énergies fossiles, qu'est-ce qu'on attend? Oui, parce que le problème, ce sont clairement les énergies fossiles. C'est dénoncé par les rapports du GIEC, c'est ce que vous voyez aussi sur le terrain. Les principales responsables de tout cela, donc, c'est le pétrole, le charbon, le gaz. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Voilà, aujourd'hui, c'est très clair que le changement climatique actuel est directement lié aux activités humaines qui utilisent des énergies fossiles. Et je suis tout à fait consciente que notre économie tout entière repose en grande partie sur ces énergies fossiles aujourd'hui. Mais on sait aussi que l'on peut se débarrasser petit à petit, voire plus rapidement possible, de ces énergies fossiles, notamment au travers de l'éolien, du solaire, de l'hydroélectrique. On a toutes les solutions. Il n'y a pas besoin d'attendre que quelque chose de miraculeux arrive. Aujourd'hui, on a toutes les cartes en main. Ce qui nous manque peut-être, c'est un vrai réveil, un sursaut collectif. C'est ça. Et vraiment un travail collaboratif. Oui, parce que quand vous rentrez d'expédition, vous l'expliquez dans votre livre, vous faites parfois face à une indifférence sur la question climatique. On met ça sous le tapis. Pourtant, vous êtes une spécialiste, vous êtes sur le terrain, vous avez participé à plusieurs COP. Vous préparez d'ailleurs la prochaine à Dubaï. Vous travaillez avec les meilleurs scientifiques. Comment est-ce que vous expliquez l'inaction face à ce phénomène qu'on connaît, dont on connaît déjà les futures conséquences sur notre quotidien à tous? Comment vous le vivez, ça, et comment est-ce qu'on peut inverser les choses? C'est pas facile. Hein. Quand on revient de l'Arctique ou de l'Antarctique, et on a l'impression de revenir d'une guerre, hein, quand on voit ce qui se passe là-bas, et on rentre chez nous et on fait face à une indifférence vraiment très profonde, voire une incompréhension par rapport à ce qui se passe. Et ça me pose vraiment la question de notre responsabilité, en fait, à nous les scientifiques. Il faut vraiment qu'on travaille encore plus dur à rendre cette science accessible au plus grand nombre. Il faut qu'on aille vraiment au-delà de rapports scientifiques, de publications scientifiques, qu'on ait vraiment des échanges constructifs par rapport à ce problème du changement climatique, qu'on soutienne cet effort de solution, qu'on soit là pour tacler le changement climatique tous ensemble. Aujourd'hui, voilà, on a ces cartes en main, mais finalement, ces cartes, on ne va pas les utiliser si on n'est pas pleinement conscient de ce qui se passe. Et je pense qu'on se met peut-être un peu le doigt dans l'œil si on pense qu'il n'y a plus de climato-sceptiques en France, par exemple. Il faut vraiment qu'on accompagne ce chemin vers la lutte contre le changement climatique par l'éducation. Non, parce que le problème aujourd'hui, c'est plus les climato-sceptiques, finalement. C'est le fait de mettre précisément ça sous le tapis, et de préférer l'ignorer ou de remettre les décisions à plus tard, quoi. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas se le permettre, de l'ignorer, de remettre ses décisions à plus tard. Aujourd'hui, chaque jour, voire chaque heure que l'on perd, c'est un jour de perdu dans la lutte contre le changement climatique. Et aujourd'hui, on est dans une course contre la montre. Vraiment, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de discuter, on n'a pas le temps de... on a le temps de discuter, mais on n'a pas le temps de douter par rapport à ce qui se passe. Et aujourd'hui, vraiment, chaque jour compte. Il faut vraiment qu'on passe à l'action le plus vite possible. Il faut qu'on soit courageux. Ça ne va pas être facile. Il faut qu'on soit vraiment ambitieux. Mais on a besoin d'un réveil collectif. Parce que les conséquences, vous les voyez, vous vous rendez compte que le phénomène, il est pire que ce qu'on pensait il y a plusieurs années. Par exemple, vous allez près du pôle Sud, vous êtes en train d'analyser les sols. Et en fait, ce que vous découvrez, c'est que la fonte, elle commence aussi sous la glace maintenant. Il y a des lacs d'eau qui se forment et qui rongent la glace par-dessous. Oui, on est en train de se rendre compte que... Alors, c'est des choses qu'on ne voit pas par image satellite. Il faut vraiment aller sur place, forer ces glaciers, ou carrément utiliser des drones sous-marins pour aller sous ces glaces. On se rend compte que beaucoup de glaces, même en Antarctique, qui est très très loin de chez nous, commencent à être mitées par le dérèglement climatique et qui se rapprochent très rapidement de leur point de non-retour. Encore une fois, ces glaces, elles sont là pour l'instant. Ouais. Donc, essayons de faire en sorte qu'elles restent là où elles sont. Les glaces en Antarctique permettent de ralentir l'arrivée de cette glace dans l'océan austral, qui contribue à l'élévation du niveau des mers. Donc, tant que ces glaces, elles sont là, il faut tout faire pour qu'elles restent. Une fois qu'elles disparaissent, c'est pas comme si on avait une baguette magique pour les faire revenir. Ce sera très
très très long et très très compliqué. On parlait des politiques, mais concrètement, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On se sent bien impuissant à chaque fois quand on entend le constat des scientifiques. On comprend bien qu'il faut une mobilisation politique, mais il faut une mobilisation de la société civile pour que ça marche aussi. On a besoin de tout le monde, il n'y a pas de doute là-dessus. Et pour moi, la première étape qui est vraiment super importante, c'est de s'éduquer déjà sur ce sujet. Alors c'est vrai que les rapports du GIEC sont parfois assez inaccessibles, mais il ne faut pas hésiter à taper dedans, essayer de comprendre ce qui se passe, à interroger les scientifiques. Moi, je reçois des messages tous les jours sur les réseaux sociaux me questionnant sur ce qui se passe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut commencer à son niveau. J'aime beaucoup Jean-Louis Etienne qui dit qu'il faut utiliser son cercle d'influence. Il faut commencer par sa famille, ses collègues de travail, son entreprise, sa collectivité territoriale, calculer l'empreinte carbone de ces différents éléments et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On va tacler telle partie de l'empreinte carbone et on y va, on passe à l'action. Oui, il y a des outils comme l'ADEME qui permettent de calculer son empreinte carbone à chacun. Je crois que c'est 8 tonnes par Français à peu près chaque année. Oui, 8-9 tonnes en ce moment. Il faudrait aller vers les 2 tonnes. Et d'ailleurs, dans le livre, ce qui est assez drôle, c'est que même vous vous rendez compte de votre empreinte carbone. À un moment, vous avez été guide pour essayer de sensibiliser les gens à la fonte des glaciers. Vous les emmenez donc sur des croisières, mais pour prendre conscience de la réalité du terrain. Et puis au bout d'un moment, vous avez une espèce d'éveil de conscience. Vous êtes sur ce bateau avec une touriste qui vous dit, vous serez là la prochaine fois à bord du brise-glace qui va venir. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous contribuez au phénomène en étant sur ce navire-là. C'est compliqué de faire face chacun à nos petits paradoxes. C'est pas évident d'essayer d'être partout, de communiquer sur le sujet du dérèglement climatique, tout en ayant bien en tête que ça a une empreinte carbone. Et donc, notamment les croisières, voilà, j'ai complètement arrêté aujourd'hui. J'avais pas l'impression à la fin d'avoir vraiment une différence sur les passagers qui prenaient ces croisières quand je les voyais rebooker leur croisière suivante alors que notre croisière n'était pas encore terminée. Mais j'essaie d'avoir un impact ailleurs et autrement aujourd'hui. Je le fais notamment au travers de briefings de gouvernements du monde entier. Je le fais aussi énormément auprès des jeunes et aussi auprès des entreprises. On a besoin de tout le monde et on se doit aussi, en tant que scientifique, d'être exemplaire. Donc c'est très clair que mon empreinte carbone, je la regarde de très près et moi aussi, j'essaie vraiment de faire des efforts. Et chacun peut la calculer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous repartez là dans quelques jours, je crois. Je repars dans une semaine un petit peu plus justement au Svalbard, dans l'Arctique. Là, c'est vraiment la saison la plus importante pour partir sur le terrain. Ce que j'ai vu ces derniers mois était vraiment terrifiant. Encore une fois, les choses vont beaucoup plus vite qu'on le pensait. Mais c'est très important pour moi de garder cette connexion avec le terrain et ensuite de revenir en France et de partager ce que l'on observe pour vraiment motiver le passage à l'action. Eh bien, bonne route donc au Svalbard. Je rappelle donc le titre de votre livre qu'on voit ici à l'antenne, Sentinelle du climat, avec la collaboration donc d'Isabelle Mariés, donc aux éditions HarperCollins, avec ce sous-titre, Notre avenir dépend des glaciers et nous pouvons encore les sauver. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Heidi Sevestre, ce matin dans l'invité de Paris Direct.